Monsieur Alexis Solovici est professeur en littérature générale et comparée à l'Université d'Aix-Marseille. Il a travaillé à l'Université de Montréal. Il a travaillé aussi au Brésil, en Turquie, en Espagne. Et il est professeur, il a été professeur invité donc au Brésil, en Turquie, en Espagne et dans d'autres universités en France. Il est membre de plusieurs équipes de recherche internationales. Lui-même, il a créé plusieurs groupes de recherche, dont Transposition, qu'il dirige au sein de l'Université d'Aix-Marseille. Et en même temps, il est titulaire de la chaire Exil et Migration au Collège d'études mondiales, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, à Paris. Ses champs de recherche et de réflexion concernent notamment la traductologie, l'expérience exilique, la culture européenne, la littérature du témoignage, les problématiques du métissage, les esthétiques de la modernité. Et parmi ses ouvrages, plus de 200, Plaidoyer pour un monde métis, Paul Celan, Les lieux d'un déplacement, La condition de l'exilé, Penser les migrations contemporaines. Et je vais vous présenter en géorgien aussi, M. Solovici, juste 2 minutes. Բատոնի Ալեքսի Սոլովիչի գախլավտ իրոմնպա դա պրոֆեսորի ռոմեված շեմոկտավազա զուստած ես առաջողլեբրիվի իդիարով գվեմուշավա ամ սպերոշե գվավոգոկրիա շավիս վարուգործ լիտերատուրոլի սիրցեմ Իսարիս Էքսի Մարսելիս ունիվերսիտետի զոգադի դա շեդարեմթի լիտերատուրիս պրոֆեսորի մանამდե იყო պրոֆեսորի Մոնտրեալիս ունիվերսիտետში არის ბევრი საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის წევრი კანადაში მან შექმნა კვლევითი ჯგუფი პოექსი და დიდ ბრიტანეთში კიდევ ერთი კვლევითი ჯგუფი ექსი მარსელის ლიტერატურების კვლევის ინტერდისციპლინარული ცენტრში ხელმძღვანელობს ჯგუფს ტრანსპოზიციები იმავდროულად არის პარიზის მსოფლიო კვლევების კოლეჯში Exil et Migration, გადასახლება და მიგრაციები, კათედრის გამგე. აწყობს კონფერენციებსა და სემინარებს, ხელმძღვანელობს დოქტორანტებსა და შედარებით და პოსტდოქტორანტებს. მისი კვლევის ინტერესების სფეროებია ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურა, ტრადუქტოლოგია, ევროპული კულტურა, გადასახლების ლიტერატურის პრობლემატიკა, თანამედროვეობის ესთეტიკები გამოქვეყნებული აქვს 10 მონოგრაფია და 200-ზე მეტი სტატია. Et je lui passe la parole. Merci. Merci de cette présentation et surtout merci de cette organisation absolument extraordinaire. Qui eût cru que lancer une idée autour d'une tasse de café il y a 1 an aurait abouti à cette extraordinaire manifestation et toute ma gratitude. J'en parlerai plus longuement ce soir. Il me revient la lourde tâche d'introduire la notion qui a incité l'organisation du présent colloque et qui a permis notre assemblée, la notion d'espace littéraire. Je dis notion pour ne pas dire concept, car un sujet comme celui-ci, l'espace littéraire, appelle une méthodologie spécifique, attentive, délicate, qui se refuse aux approches brutales, souvent réclamées par une raison conceptualisante. Le terme de concept me semble trop violemment clôturant pour convenir à réfléchir sur cette notion ouverte d'espace littéraire. Espace littéraire dont pour l'instant je ne suis certain que de la seconde composante, littérature, puisque c'est de littérature que nous allons surtout parler. Non pas pour la sanctifier en tant qu'activité créatrice spécifique, usant du style, de la langue, mais en tant que prisme permettant la perception des vérités éphémères portées par les cultures et les histoires, les instants de vérité des peuples, des langues et des sociétés. Quant à espace, je l'oppose à lieu, comme j'opposerais temps à heure. L'espace est une réalité non empirique, constituée de la représentation des réalités empiriques. Représentation, par exemple, littéraire. Et pourquoi cette nouvelle notion? Pourquoi introduire une nouvelle notion sur le marché des théories en sciences humaines et sociales? La présente notion, justement, vise à ne pas être une nouvelle marchandise théorique destinée à alimenter
la production d'articles et de thèses, mais à illustrer une responsabilité dans l'historicité qui est la nôtre. Les phénomènes de globalisation, en effet, privilégient les herméneutiques du mouvement, de la circulation, bien que la perception de l'espace demande encore des découpages pour des raisons d'affirmation identitaire et de repérage culturel compréhensible. À cette tension, la théorie littéraire a depuis longtemps répondu par le comparatisme. Mais celui-ci doit être questionné. En effet, si la littérature comparée a pour vocation de s'émanciper des limitations nationales, elle ne l'a assumé qu'au terme d'un long parcours. Dans une première phase, la littérature comparée comparait tout en respectant les ensembles constitués par les traditions littéraires nationales et découpés par les langues. Ce n'est que dans une deuxième phase récente que la littérature comparée s'est affranchie de ses limitations pour s'intéresser plutôt au transport des formes et des idées. Une perspective transnationale qui peut aller encore plus loin en adoptant au croisement de la géographie et de l'histoire une visée post-transnationale appuyée sur une nouvelle conceptualité autour précisément de la notion d'espace littéraire, inspirée par la pensée de la déterritorialisation, ainsi que par divers courants récents en critique littéraire et en traductologie. Entre les revendications locales, territoriales, autonomistes, bref, les logiques de l'enfermement et les volontés hégémoniques de certaines puissances ou des forces de la globalisation économique avec leurs mécanismes de dissolution identitaire, la notion d'espace littéraire apporte une possibilité de penser différemment la relation des cultures et des communautés. La notion espace littéraire vient de l'expression utilisée par Maurice Blanchot, qui donne le titre à l'ouvrage de 1955, mais Blanchot l'emploie dans une signification dérivée, alors qu'il tente de cerner la fonction de la littérature dans la modernité advenue. Et pourtant, il nous précise cette notion de la manière suivante. C'est pourquoi l'œuvre est œuvre seulement quand elle devient l'intimité ouverte de quelqu'un qui l'écrit et de quelqu'un qui la lit, l'espace violemment déployé par la contestation mutuelle du pouvoir de dire et du pouvoir d'entendre. Espace est associé dans la pensée de Blanchot à violence. Penser l'espace, c'est penser une violence pour constituer cet espace. Espace qui permettra pour Blanchot à exprimer métaphoriquement une médiation, une rencontre, et non pas à désigner une réalité spatiale. Notre propos est différent, puisque nous voulons réfléchir sur le rapport entre la littérature et certaines étendues terrestres, géographiquement identifiables, sans pourtant que ces limites concrètes, quels qu'en soient les détails, ne déterminent l'identité et la nature de l'espace littéraire en question. On l'a rappelé tout à l'heure, l'espace littéraire caribéen recouvre un ensemble d'îles au nord de l'Amérique du Sud et à l'est du golfe du Mexique, mais ce n'est pas ce positionnement qui en livre la spécificité. Je retiens surtout chez Blanchot l'idée d'une communauté agissante, l'auteur et le lecteur, que je prolonge et dédouble. Il y a aussi l'acteur sur le lieu, l'agent historique. Le lieu deviendrait l'espace quand l'auteur, l'écrivain, crée du commun avec l'acteur, puis avec le lecteur. La littérature va rencontrer l'histoire, non pour s'en faire le reflet passif, mais pour l'interroger et proposer éventuellement une vérité autre. En outre, l'espace littéraire de Maurice Blanchot n'est pas dénué de spatialité. Dans le préambule de son ouvrage, il en avoue une centralité axiologique dans la section intitulée « Le regard d'Orphée ». Or, le récit rapportant l'épisode d'Orphée et d'Eurydice, cité par Blanchot, adopte bien un cadre spatial, celui des enfers dans lesquels descend, puis desquels remonte le poète musicien. Se retourner vers Eurydice, la regarder puis la perdre, dessine ce que Blanchot appelle l'inspiration. Regarder Eurydice, dit-il, sans souci du chant,
dans l'impatience et l'imprudence du désir qui oublie la loi. La spatialité ne naît pas de l'expérience, mais de la reprise mémorielle. Orphée se retournant vers Eurydice. La spatialité naît de ce retour, naît du passé, ou mieux de l'avoir eu lieu. René Char le disait, en poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte. En d'autres termes, premier trait définitoire, l'espace littéraire ne prend existence que par un détour ou un retour réflexif, par un contact direct avec la spatialité. Par ce détour ou par ce retour, l'espace littéraire est créé par notre lecture des œuvres et d'une certaine manière, raison est donnée à Blanchot qui demandait la collaboration de l'auteur et du lecteur. Cette reprise, ce retour, ce regard d'Orphée vers Eurydice soutient la nostalgie, accompagne l'exil. Souvent, l'espace littéraire surgira des affres du manque, des fantasmes de la privation. Prenons du Bellay, son plus célèbre sonnet, pertinent ici, évidemment, avec l'évocation de Jason. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestuila qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivant entre ses parents le reste de son âge. Même si l'exil romain de Du Bellay est doré, il est dans la suite de son oncle qui est cardinal, Du Bellay, éloigné de la France, en perçoit une réalité qui est esthétique, qui n'est pas nationale, pas en ce temps-là. Un espace onirique qui mêle, dans la suite du sonnet, le Loir gaulois et la douceur angevine. On parlera alors d'une spatialité exilique, qui est une illustration de l'espace littéraire. Spatialité exilique dont le propre est d'ouvrir vers l'infini tout espace, d'en faire un lieu que parcourent les souffles du dehors. L'expérience exilique vient brûler les frontières de manière irrévocable. Et descendre renaît une identité qui n'admettra pas le retour au territoire. Le sujet exilé peut accepter son nouvel état civil, se couler dans la personnalité prête à porter qu'on lui a préparée. Il conserve sur lui la poussière des chemins et il acquiert une conception de l'espace détachée des légitimités localisantes. Un espace n'a plus besoin d'être quelque part. Il peut épouser le nulle part, ou le partout, ou une série de quelque part. Topologie atopique, en somme, qui préfigure la spectralité topographique que réclame l'espace littéraire. Et ce sera, cette spectralité topographique, le deuxième trait définitoire. Atopisation qui caractérise des œuvres aussi diverses que En attendant Godot de Beckett ou le roman post-apocalyptique The Road de Cormac McCarthy. Je l'ai dit, la notion d'espace littéraire s'inscrit au croisement éthique de la littérature et de l'histoire. C'est-à-dire que la réalité littéraire fait cause commune avec une réalité historique. L'atopisation dont je parle doit donc trouver une manifestation parallèle dans le réel. Ce sera la migration contemporaine vers l'Europe, la soi-disant crise migratoire en Europe occidentale qui en fournit l'exemplarité. De fait, pour l'exil de masse contemporain, l'expérience du déplacement inscrit une spécialité spécifique, défaisant tout principe de certitude théologique. Dans les migrations antérieures, on partait de quelque part pour aller quelque part. Aujourd'hui, dans les campements sauvages, dans les centres administrés, les migrants ignorent si et quand ils pourront les quitter. Partis sur un chemin d'exil, ils se retrouvent suspendus, sans lieu. Atopisation que la littérature vient illustrer. L'exil trouve son habitat dans des non-lieux, puisque l'expérience exilique se dessine précisément au long d'une tension entre deux ou plusieurs territoires auxquels pour aucun l'exilé ne peut prétendre à une appartenance pleine. Virtualité qui vient définir l'espace littéraire, puisque celui-ci réunit des lieux différents
dans une proximité affective qui n'est pourtant pas géographique. Ce sera son troisième trait définitoire. Sprachwaage, Wortwaage, Heimatwaage, exil. Exil pour peser la langue, pour peser les mots, pour peser le lieu de naissance. Né à Tchernovitch, mort par suicide à 50 ans dans les eaux de la Seine, Paul Celan passe la seconde moitié de sa vie en exil, à Paris. Il y écrit les poèmes de Die Niemandsrose, la rose de personne. Les vers que je viens de citer appartiennent à un poème dédié à Marina Tsvetaeva, autre exilée qui partage avec Celan l'espace littéraire d'une parole russe bridée par la violence totalitaire. Dans sa notice sur Ossip Mandelstam, en préambule d'une anthologie traduite en allemand, après avoir rappelé la phrase de Roman Jakobson sur la génération des poètes gaspillés par le stalinisme, il considère que les textes de Mandelstam, je cite, sont les poèmes d'un naufragé sauvé du naufrage. Mandelstam, le frère en destin et en poésie de Celan. Le poème dédié à Marina Tsvetaeva s'achève précisément sur le mot kolchis, kolchid, espace de la quête, quête des mots et d'un lieu pour accueillir les mots, unbestatete Worte, mort sans mots sans sépulture. Kolchid, dont le poème de Celan fait un espace littéraire qui rassemble de Tsvetaeva à Mandelstam les plaines de Russie et les neiges de Sibérie. Paul Celan, le poète juif germanophone qui sauva l'honneur de la poésie moderne en la préservant de tout lyrisme béat, de même que Kafka sauva la prose de tout réalisme réconciliateur. Je les cite entre autres parce que l'un est né en Bucovine et l'autre en Bohême. Ils appartiennent à un autre espace littéraire. Vous remarquerez que j'ai dit Bohême et Bucovine, et non pas Roumanie et Tchécoslovaquie, puisque l'espace littéraire en tant que tel se joue des divisions nationales et préfère les découpages régionaux. Il donne un bel exemple d'espace littéraire lorsqu'il présente sa région natale, la Bucovine, ancienne province de l'Empire des Habsbourg, au nord de la Roumanie d'alors, aujourd'hui en Ukraine, comme une contrée où vivaient, ça c'est Mandelstam, vous l'avez reconnu, comme une contrée où vivaient des hommes et des livres. Définition première d'un espace littéraire. Je le rappelle, celui qui accueille le côtoiement des existences humaines et des expériences littéraires, les unes et les autres s'éclairant mutuellement. Deux aspects essentiels de l'espace littéraire. Un, une localisation géographique non frontiérisée. Deux, une essence diachronique. Autant dire que la dimension mémorielle est principielle. Présence mémorielle qui défait et refait les espaces littéraires au gré des événements. Autre aspect littéraire, sa capacité de reconfiguration. Un premier espace littéraire russe, Pushkin, Lermontov, Gogol, Dostoïevski, Tolstoï, Gogol, Turgenev, Tchekhov, les steppes, Saint-Pétersbourg, l'âme russe et ses ivresses, les icônes, les bas quartiers, les palais, la neige, etc. Puis, le stalinisme vient déranger le musée de la littérature et les vitrines se vident ou se brisent. Ceux qui écrivent alors sont les poètes de la génération gaspillée, selon l'expression de Roman Jakobson, gaspillé ou sacrifié. Après le siècle d'or, un siècle de sang. On ne meurt plus en duel, mais en exil. À l'interrogation métaphysique ou à la rébellion devant l'autorité du tsar succède la résistance devant l'oppression. Au bagne a succédé le goulag. À un espace littéraire d'ombre et de lumière se substitue un espace de nuit et de froideur. Que la notion d'espace littéraire demande la plus grande souplesse dans son abord territorial ressort aisément du constat qu'elle n'appelle pas obligatoirement une référence à l'existence de sol. Bien au contraire, une entité aquatique
Un fleuve, une mer, par sa fluidité, sa permanence, sa métamorphose, est encore plus à même d'illustrer la malléabilité d'un espace littéraire. Le Rhin, par exemple. Le Rhin, face à face, de rive à rive, les légendes du château de Roland-Sec, où serait mort Roland, le preux chevalier, et de l'autre côté, le Drachenfeld, le rocher du dragon, celui que Siegfried combat dans les Nibelungen. Heinrich Heine se sentait à l'aise des deux côtés du fleuve. Mais déjà Victor Hugo, qui écrivait en 1842 à propos de son voyage sur le Rhin, et il offre ainsi une définition de l'espace littéraire, ce n'est jamais sans émotion que j'entre en communication, j'ai dit presque en communion, avec les grandes choses de la nature, qui sont aussi des grandes choses dans l'histoire. Fin de citation. Autre exemple fluvial, magistral, le Danube, tel que coulant dans Danubio de Claudio Magris. Il écrit « Fleuve de la mélodie, l'appelait Hölderlin, passant près de sa source, langage profond et secret des dieux, route qui unissait l'Europe à l'Asie. » Le fleuve Danube coule comme une inspiration pour un Occident tout autant germanique que slave et balkanique. Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, pour finir dans la mer Noire. En mentionnant ce livre de Magris, je mentionne la source même de ma réflexion sur la possibilité notionnelle de l'espace littéraire. C'est à sa suite que j'ai souhaité en approfondir les potentialités. Que Magris ait énoncé depuis Trieste l'hypothèse de ce fleuve littéraire, depuis Trieste, à la fois son lieu de naissance, son lieu de résidence et de travail, dans la marge de l'Empire austro-hongrois, raffermit ce que je disais plus haut du nécessaire détour, marge, exil, éloignement, pour saisir un espace littéraire. L'espace littéraire a partie liée avec le nomadisme, au sens où son étendue ne sera pas dictée par la fixité d'une carte née de relevés et de mesures, mais révélée par l'apparente inattention de la marche errante. Saturne veille sur la déraison de ceux assez courageux pour se perdre sur les routes, la dérive mentale venant garantir et peut-être guider la dérive physique. Le comté de Norfolk, sur la côte est de l'Angleterre, devient espace littéraire lorsque Sebald décide de la parcourir à pied, puis d'écrire dans les anneaux de Saturne les étapes d'une lente avancée pérégrine, à la fois dans ses paysages de landes et de plages, dans la mémoire du marcheur et dans l'histoire et la culture du monde. Occuper le monde, non dans la conquête, mais dans l'errance. Rien de honteux à l'heure de la globalisation de notre planète, faite une, soi-disant, par la globalisation. Mais d'ailleurs, planète vient du latin planeta, astre errant, qui vient du grec planitis, lui-même venant de planetes, qui veut dire errant. Des espaces d'errance. Une immense errance pour définir un espace littéraire. La question se pose justement de la nature des relations dans cet espace littéraire entre réalité sociale, événementialité historique, construction mémorielle, dynamique langagière, système littéraire et scène de l'imaginaire. Le nombre des paramètres que je viens de citer ont tracé qu'il ne peut s'agir d'un fonctionnement soumis à des procédures. Ni le commerce ni l'armée ne règlent l'établissement d'un espace littéraire. Alors comment penser la relation qui viendrait gérer un espace littéraire? Un premier aspect est à trouver dans la notion de continuum, telle que l'utilise Walter Benjamin dans sa réflexion sur la langue et la traduction. Pour Benjamin, les langues ne sont pas des territoires séparés par des frontières qu'il s'agit de passer avec plus ou moins de succès, mais elles forment un long ruban sémiotique et sémantique tissé par leurs registres expressifs respectifs, comme une musique qui passerait de mode en mode ou d'instrument en instrument. La traduction, dit-il, est le passage d'un langage dans un autre par une série de métamorphoses continues. La traduction parcourt en les traversant
des continuums de métamorphose, non des régions abstraites de similitude et de ressemblance. La seconde manière d'aborder la relation se dégage du terme de relation, précisément tel qu'il a été théorisé par Édouard Glissant. Et on ne s'en étonnera pas, puisqu'Édouard Glissant le fait à partir de son lieu d'origine, un espace littéraire s'il en est, la Caraïbe. La relation, écrit Glissant, est, je cite, la somme finie de toutes les différences du monde. L'acceptation des échanges pour se transformer. Mais pourquoi impliquer la situation géographique dans le processus de pensée? Parce qu'il n'y aurait pas de pensée sans considération du fait que l'espacement, notion proposée par Glissant, d'une pensée au monde, informe et transforme ce que Glissant appelle l'imaginaire des peuples. Chez les philosophes, la culture est hors sol. La pensée n'est pas en lien avec le lieu, écrit Glissant. Elle est unique et universelle en tout lieu, tout comme l'imaginaire. Mais Glissant, lui, défend, dans sa poétique de la relation, le lien entre la pensée et le lieu. La pensée est géographique et intimement en relation avec l'imaginaire du peuple habitant un lieu. Un autre terme nous aidera à approfondir notre analyse, celui de zone. Le terme est ambivalent. En effet, une zone suppose à la fois un découpage rigoureux, zone militaire, zone franche, zone interdite, etc., et une limitation incertaine, la zone dans les faubourgs urbains. Dans l'idée suggérée par le terme de zone, la continuité de l'espace ne vient pas d'un principe qui relierait les éléments, mais le rapport est régi par leur seule concomitance. Apollinaire l'illustre dans le poème qui, en 1913, ouvre le recueil Alcool et inaugure le modernisme dans son poème intitulé précisément Zone. Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule. Maintenant tu es au bord de la Méditerranée. Tu es dans le jardin d'une auberge aux environs de Prague. Te voici à Marseille, etc., etc. Zone de contact, disent les militaires et les anthropologues. Une zone dessine l'espace d'une confrontation qui peut être négative, le colonialisme, ou positive, le multiculturalisme. Dans The Translation Zone de 2011, l'usage du mot chez Emily Apter s'étaye du principe fondateur chez elle selon lequel nothing is translatable, rien n'est traduisible, et everything is translatable, tout est traduisible. La liaison paradoxale entre traduisibilité et intraduisibilité alimente la tension inhérente à l'instauration d'un espace littéraire. Claudio Magris, Sebald, et avant eux Walter Benjamin, mais encore plus tôt Marco Polo, dont le livre Le Devisement du monde ou le livre des merveilles, paru en 1298, imprimé en 1477, a contribué pour la première fois à créer un espace littéraire depuis Venise jusqu'à la Chine, parce qu'il fait émerger la cohérence d'un monde du seul fait de le parcourir et de le décrire. La littérature ne dévoile pas le secret du monde, elle indique qu'il y a un secret et qu'il importe de le chercher derrière les apparences. La profondeur d'un espace littéraire est de ce type. Un espace littéraire est un espace du secret, est un espace de l'effacement. Pour qu'il y ait espace littéraire, il faut qu'il y ait effacement, autre trait définitoire. Parce que l'espace littéraire va exister dans une postériorité historique, tout en devenant le porteur, effacé ou fantasmé, d'une antériorité. Il y a un secret, il y a un effacement. À des degrés divers, il procède à la constitution d'ensembles tels que la Commonwealth Literature, littérature du Commonwealth, et à la littérature francophone, ou plutôt de la francophonie. Dans les deux cas, une langue, et non plus un territoire ou une autorité politique, vient définir ce qu'on peut appeler un champ littéraire, un espace littéraire. Évidemment, parler de francophonie n'est pas anodin ici,
alors que l'Arménie vient d'accueillir le dernier sommet de la francophonie et que le prochain président géorgien, peut-être au féminin, est parfaitement francophone, une tradition, semble-t-il, dans le milieu politique du pays qu'est la Géorgie. Le critère est donc plus souple, il s'appuie sur une légitimation géographique, mais non pas au sens strict, puisque les deux littératures, Commonwealth Literature, francophonie, viennent d'un dépassement, un dépassement au sens hegelien, c'est-à-dire un franchissement qui n'oublie pas ce qui a été franchi. Un empire est mort, un imperium lui succède. Imperium, non pas au sens territorial, mais au sens premier du pouvoir de commandement, né du pouvoir de consulter les dieux, c'est-à-dire l'imaginaire. Ces littératures sont des littératures qui trouvent leur autorité d'un imaginaire. Un exemple évident dans notre cadre, pour essayer de comprendre encore plus, cet effacement principiel qui paradoxalement engendre sinon une conscience, du moins une esthétique, prend figure pour la mer Noire dans le personnage de Médée. Et il nous appartiendrait, en tant que groupe ou centre ou réseau de recherche désormais institué, d'étudier par exemple les incarnations de Médée dans les différentes cultures pontiques. Médée criminelle, oui, mais aussi Médée rebelle, en révolte, parce que trahie, infanticide, fratricide, régicide, elle est celle qui bafoue tous les ordres moraux ou politiques, détentrice d'une sagesse archaïque, démentielle, celle de la force brute, mais aussi celle de la passion débrisée, dionysiaque, brisant tous les interdits. Médée revêt la couleur de la mer Noire, à moins qu'elle ne lui a donné. Magris, précisément, voit Médée comme sacrifiée en tant qu'étrangère, en tant que venant d'ailleurs, mais aussi en tant que magicienne, face au pouvoir grec, face au pouvoir cruel de la rationalité grecque. Médée se bat pour l'amour, pour la vie, mais elle perdra, car, écrit Magris, la Colchide, avec sa férocité tribale, n'est pas une alternative possible à la Grèce tranquille d'Homère, de Socrate et de Platon. Fin de citation. Magritte doit l'admettre, mais il le déplore et il conclut que Médée est l'histoire d'une terrible difficulté à comprendre entre civilisations différentes. Déchirée entre Eros et Thanatos, déchirée par eux, à vrai dire, Médée porte pour la mer Noire le signe d'un refoulement, d'une abomination qui est avant tout une pulsion de destruction. Celle-ci accompagne toute construction culturelle, mais elle peut prendre différentes figures. Si la pulsion de destruction accompagne toute construction culturelle, elle accompagnera également l'espace littéraire et, par exemple, prendra la figure de Médée. La spécificité de l'Atlantide, qui est d'être chez Platon à la fois un mythe et une réalité, puisqu'il en donne l'espace présumé, la cité disparue fonctionne comme un espace littéraire, puisqu'elle exprime cet effacement dont la Grèce se souvient. D'autant que la critique a pu mettre en rapport le récit de l'Atlantide avec la notion de Rorra, catégorie du sensible et de l'intelligible à la fois, troisième genre entre l'être et le devenir, lieu matriciel pour tout lieu, lieu qui n'existe pas et qui pourtant permet à tout lieu d'exister. Ce digressus philosophique ne doit pas faire oublier que dans la Grèce ancienne, cette notion désignait simplement les territoires ruraux appartenant à la police. Bref, l'espace de la sauvagerie, l'espace du désordre, voire l'espace de l'imaginaire. Mon analyse prend en compte la géocritique de Bertrand Westphal. Je souscris à l'ensemble de ses traits méthodologiques, de son assertion fondatrice, l'interaction entre l'imaginaire et la réalité des espaces, mais je prends plus spécifiquement appui sur un trait. J'y insiste. Westphal remarque que la géocritique est attentive à l'interface entre la littérature et ce qui lui est contigu, et qu'elle participe à la réhabilitation, la reconstitution, la réélaboration d'espaces meurtris par et dans l'histoire. Bref, ces espaces qui auraient survécu à l'effacement. Anciennes colonies ou régions d'Europe centrale et orientale,
Westphal cite la Galicie et la Bucovine. Si à l'origine, dit-il, ces contrées étaient des entités politiques, elles ont reconnu un regain de gloire sous la plume des écrivains. La Bucovine a réintégré l'horizon culturel depuis que l'on s'est aperçu que Paul Celan, Rosa Auslander, Gregor von Resori et d'autres étaient originaires de Tchernovitch. Sa voisine, la Galicie, a fait l'objet du même engouement après que l'on eut tardivement rattaché Josef Roth et d'autres écrivains à cette région. Je choisis cet exemple, ces deux exemples, car il parlera, je crois, à tous les participants de notre colloque. Il n'empêche que l'espace littéraire ainsi compris exerce une fonction éthique. Plus que la gloire, il assure l'honneur dû aux victimes de l'histoire, aux oubliés. Oui, l'espace littéraire est un espace éthique. Et cette éthique, nous en avons besoin dans l'urgence du monde d'aujourd'hui, à l'index des drames prenant place partout. Et par exemple, quand dans son livre le plus récent, Le monde plausible, Westphal se consacre aux impasses de la géographie et de la cartographie, qui louent l'approximation, l'approche relative, on ne peut que souscrire à sa conclusion, le lieu ne peut être autre chose qu'une métaphore de l'espace. Or, comme l'exemple, la métaphore est ce qui rapproche sans identifier. L'espace n'est jamais vraiment là, là est simplement le lieu qui jamais ne coïncide avec l'espace. C'est pour cela qu'une mer, la mer Noire en l'occurrence, mais autant la mer Méditerranée ou la mer des Caraïbes, offre un modèle adéquat pour y deviner un espace littéraire. Une mer n'a pas de limite fixe et invariable. Si vous me permettez le jeu de mots, les frontières d'une mer sont flottantes. Pour Walter Benjamin, ce qu'on a à rechercher dans le voyage, c'est non pas la mélancolie d'une patrie éternelle, mais le détachement de cette patrie. Un voyageur est véritablement un voyageur sans retour, sans espoir ou désir de retour. Jean Lacoste, introduisant un recueil d'extraits textuels de Walter Benjamin ayant trait au voyage, privilégie les figures de l'ellipse. Walter Benjamin lui-même disait « Je me promène au mieux sur une tangente ». Avec la tangente ou l'ellipse, nous tenons les deux figures, ce sera mon dernier trait définitoire, les deux figures géométriques à même de cerner un espace littéraire. La tangente ou l'ellipse marque sans démarquer, trace des limites qui ne sont pas des limitations. Paul Celan écrivait dans un poème du recueil La Rose de Personne, paru en 1963, poème intitulé Hüttenfenster, fenêtre de hutte. L'œil sombre en fenêtre de hutte, das Auge dunkel. Il rassemble ce qui était monde, reste monde, l'Est errant, ceux qui flottent, les hommes et juifs, le peuple de la nuée. Demeure nous aurons, demeure quelque chose, ein Atem, ein Name, geht im verwaisten Humor, rôde dans le lieu orphelin. L'Est sera nommé dans le reste du poème. C'est Vitebsk, c'est Ghetto, c'est Éden. Et les Juifs représentent tous les persécutés, tous les exilés. Du lieu topographique, l'Est, remontait à la matrice de tout lieu, la matrice désormais interdite, paradisiaque. L'espace littéraire est ce lieu orphelin qui permet pourtant de remonter jusqu'à l'espace disparu, interdit. L'identité juive connaît l'expérience, raison pour laquelle elle est nommée ici. À la fois un nom et un souffle, c'est-à-dire une existence matérielle et une présence spirituelle. Pour entreprendre ce voyage vers l'espace littéraire, il faut pouvoir être flottant, être nuage, être nuée, peuple de la nuée. Au terme et à l'est, ici, rassembler ce qui était monde, rassembler ce qu'il en reste, ce sur quoi un monde à réhabiter peut émerger, un espace littéraire. Merci. Je remercie M. Michelovici de cette intervention passionnante, d'avoir fait un exposé extraordinaire sur l'espace et surtout sur l'espace littéraire
qui nous intéresse tous dans le cadre de ce colloque. Je sais qu'il serait plutôt calme. Est-ce que vous avez des questions? Shall I say a few sentences in English for people who can't understand? Okay, sorry for that. I'm trying to think about what could be a literary space. And I'm taking very seriously this notion of literary space. I think that the concept, the notion of literary space has a great potential for us. And I tried in my lecture to think about a series of aspects which could define a literary space. It's not an empty notion. It's a notion that we have to take very seriously and to understand what could define such a notion. Among them, and that's for me very important, the notion of having been. A literary space is built on a past which disappeared but still could be obtained by the power of the imagination, by the power of imaginary. There is something, and that's why I chose Medea, and of course it's relevant for the blacksmith. Medea as this symbol of destruction, disapparition. Something has been and is not here anymore. For sure, Medea could be understood as a very cruel figure, but in a way she's like Antigona. She wants to be opposed to the power of reason, to the power of law. Greece is a power of law. And in a way, Medea is saying, well, that's not the only power. There was the power of revolution, of rebellion, the power of law. And in a way, because of that, the space that she was symbolizing disappeared. And Greece remained as the space which forever is the space of reason, the space of victory, the space of the triumph of order against disorder. But in a way, the Black Sea, maybe because of its name, is a symbol of disorder behind order. And Medea could be that figure. Okay, just a few sentences to try to figure out what I try to explain here. Thank you very much for this brilliant presentation. Do you think that literary space is an artificial construct which in the present recreates the past? Or do you think that this kind of continuous tradition which somehow is inherited and will be that given to the future generations as a legacy? Or on the other hand, each generation can recreate and reconstruct the literary space? I think literary space is not, shall I answer in English or? Maybe English is better. Yeah. I think that a literary space is not a patrimony. It's not a testament. It's something which is hidden. It's a secret. It's a secret. I think that Freud here is very important. I mean, a literary space could be like the unconscious. It's here, it's like God. It's there for the believers, but we never met directly as a literary space. So it functions as a kind of unconscious behind every national literature. So for example, I think that for the literature of the Black Space, literary space, the Black Sea is functioning as an unconscious behind each conscious literary tradition. So artificial, yes, in the sense that the dream is artificial, but it doesn't mean that the dream is not real. Artificial is not the opposite of real. It's another kind of reality. And I think that what we try to build here, beginning by this conference, is to approach the notion of literary space not in terms of literary history, but literary psychoanalysis or literary dream analysis, or this kind of artificiality. But artificiality is a way to get to a certain kind of truth. And I think that the literary truth
is not, the truth of literary space is not on the side of rationality, of Greece, of Jason, but rather on the side of Medea. Thank you very much, sir. Dr. Alexis, is it being shared by nationally or internationally? How the literary space has been shared? National level authors and international level. Thank you. I think that the literary space would blur the distinction between national and international. I think that the literary space, specifically, it's a space where national and international are losing their hermeneutical value, and that there is secret, there is on the side, once again, on the side of what's hidden, special relationships. Once again, I think that the paradigm of literary space could help us to get beyond this distinction between national literature or international relation between national literature. So it's not that I don't want to answer your question, but I think that the notion of literary space would help us to think about literature, not about literature as illustrated by this or that literature. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste dire que c'était... merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Comme j'ai pu comprendre, en fait, comment vous comprenez l'espace littéraire, c'est en fait c'est un lien, d'une part, entre un lieu géographique qui est bien concret, donc un lieu dans le sens de toutes ces connotations historiques, sociales, mémorielles, et donc bien concrète, et d'autre part entre effacement de ce lieu au sens de l'exilique, de l'exilience. Donc il y a d'une part tout ce qui est bien concret, tout ce qui est ces conquêtes, ces destructions qui le font, ce lieu, cet espace littéraire, et d'autre part cet enjeu qu'on peut appeler de mémoriel, de remémorement, de remémorisation, et qui est fait d'effacement et de remémorisation. Voilà, si je peux dire ainsi. Merci. C'est justement, I'd like to get back to your question. If I quote Marco Polo, sir. I want to answer Tina, but instead to get back to your question. If I quote Marco Polo here, it's not very serious to quote Marco Polo in a literary conference, you know. I think that we have to think about the important role of Marco Polo in our traditions, you know. I mean, for the first time, the world exists because it was described in a book. That, for me, is the power of literature. And what Marco Polo was trying to invent is a literary space, okay, from Italy to China, so it's a huge literary space. But still, I think we have to get back to that time where, yes, it was absolutely possible to think about a unified space just by virtue of being described in a book. So yes, it's a kind of memory, but also the memories that we tend to hide, and the memory we tend to forget about. All these memories have the right and the power to invite us to create or to recreate a new kind of space, new ways of thinking about space. And that's why you are absolutely right. There is also a terrible political role that the notion of literary space could play. A last thing, it's literature and culture. I try to work on the concept of literary space just because it's difficult enough, and the notion of culture is so complex that. But we have, I mean, in our future, we have to think about the relation between literature and culture. I think that it's easier to talk about secret, about what's hidden, when we're talking about literature than when we're talking about culture.
Culture, it's already a construction. It's already something which had been built and already something which answered to kind of ideological orientations. Literature is still free to these ideological orientations. De nos jours, le terme d'espace littéraire, je crois que ça va de pair avec la géographie littéraire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, établir ici quelques similitudes ou peut-être différences par rapport à ces deux notions? Grand merci. La géographie, comme le dit l'étymologie, c'est ce qui s'écrit dans la terre et par la terre. Géographein, le graphein. Et donc, la géographie s'exprime par des cartes. L'espace littéraire s'exprime par des livres. Je crois que là, il y a une grande différence. Geography expresses itself by maps. The literary space, because the question was what's the difference between literary geography and literary space. And I think that's the difference between a map and a book. A map, you have to follow it, and you have to, in a way, you have to believe the map. You know, I mean, when you're lost, you have to believe that what the map is telling you is a truth. When you're reading a book, you're not looking for a truth. You're looking for the truth that the reader could find. Je suis passé à l'anglais, excusez-moi. Mais vous comprenez l'anglais? D'accord. Donc, the truth of a map is what the map is telling the reader. The truth that a book is telling the reader is the truth that the reader himself or herself will find in the book. So I think that once again we are dealing with difference between order and disorder, reason and imagination. Je reviens peut-être sur cette idée de secret. Si on part en fait de l'inconscient de Freud, l'inconscient serait ce qu'on savait, hein, das Unbewusste, c'est que ce que l'on savait et que l'on croit ne pas savoir, puisqu'il y a le privatif en début de mot. Et je l'oppose à l'idée de secret, dans le sens où si c'est geheim, donc toujours dans le vocabulaire freudien, c'est pas un secret caché, c'est une intériorité. Et je ne sais pas si cette idée d'intériorité, c'est-à-dire un espace ayant une intériorité sans frontières, si ça peut aussi contribuer à définir l'espace littéraire, c'est-à-dire que il n'y a pas de frontières, mais il y a une intériorité, donc une certaine organité de l'intériorité, et ce qui nous fait aussi dépasser la limite des langues qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Je pense qu'on peut... Oui, tout à fait. Oui, on peut tout à fait continuer cette réflexion. Je crois que tout lieu est extérieur. Un lieu est nommé par une expérience qui n'est pas la nôtre. On est dans un lieu, par exemple Tbilissi, parce que il y a le nom qui est là, donc le lieu extérieur. En tant que lieu, la ville où nous sommes, elle est extérieure pour moi. Je viens à Tbilissi, alors que l'espace, d'emblée, je le construis intérieurement. C'est-à-dire que la notion même de lieu, c'est une notion qui est une notion d'extériorité et qui refuse la notion de l'expérience du lieu. L'expérience du lieu, elle est intérieure et c'est l'expérience d'un espace et non pas d'un lieu. Donc effectivement, le couple intériorité-extériorité peut nous aider à aller plus loin dans la réflexion. Thank you very much for your report.
And I would like to ask between connection language and literature. As we know, it's a very strong connection. And maybe from Romanticism or earlier, language is a kind of representation, a kind of creation of space of literature. What do you think? Is it possible to write, for example, Georgian national literature in English? English became a world language, yeah? Is it possible to create national space of literature, not on Muttersprache, yeah, but on another language? Or it's impossible from your point of view? Thanks so much. I think it's very possible. I think that really the aim of thinking about the literary space is exactly to get to this kind of result. To be able to write from a country in another language than the country's language. Absolutely. I think the example of James Joyce, for example, James Joyce already in Ulysses, but even more in Field and Wake, was trying to write literature without the limitation of language. So absolutely, I think that the identification of one country, one literature, one language, I mean, that's the 19th century Westphalian, in a way, category, where each nation was in need of a literature to affirm its identity. I hope that we are beyond this stage in history, and that it's possible now, yes, to have the experience of a country, the experience of a culture, without being submitted to the language this culture or this country has adopted as its sign of identity. I think that the old dream of the end of the 19th century European literature, that literature should sound like music. Maybe it's time that really we take seriously this invitation. Music is not the music of the violin, of the piano, music is music. When it's translated into an instrument, something else. So I think that literature is like music, and in a way national literature are like the instruments playing the music.